Le 26 juillet dernier, il s'est tenu un coup d'État militaire au Niger. Suite à ce coup d'État, le général Tiani a pris le pouvoir dans ce pays. Il se trouve que la communauté internationale, mais aussi la CEDEAO ainsi que l'Union africaine ont fortement condamné ce coup d'État-là. Pour aller plus loin, la CEDEAO a même donné un ultimatum d'une semaine aux putschistes au Niger en leur disant très clairement que tous les moyens seront mis en œuvre, y compris la force, pour les faire partir. Et suite à cela, on a reçu la réplique en provenance du Burkina, de la Guinée et du Mali. Je vous laisse écouter. Le Burkinabé est malien au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci. L'heure est très grave, les amis. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, parce que c'est avec tout ça qu'on va développer notre magnifique continent. Donc si tu es nouveau ici, tu t'abonnes pour ne rien manquer du tout. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan, nous mettons à votre disposition des véhicules pick-up SUV berline en fonction de votre budget avec ou sans chauffeur. Vous nous contactez simplement au numéro qui s'affiche. Et puis si vous cherchez plutôt un appartement, là aussi nous avons ce qu'il vous faut. Un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, proche de toutes les commodités. Le lien est disponible dans la barre de description. Vous regardez l'agenda en fonction des dates et vous réservez vos places. Et puis enfin, si vous cherchez plutôt une maison pour vous, pour votre famille, sachez que désormais nous construisons de très belles villas, duplex à Bergerville, que nous pouvons là aussi mettre à votre disposition. Le numéro, là aussi, s'affiche. Alors, vous avez entendu en introduction de cette vidéo des propos très graves qui laissent penser que l'on se dirige vers le pire. Face à l'ultimatum donné par la CEDEAO, je pense que personne, ou très peu, attendait une telle réplique. Parce que tant qu'il s'agissait encore uniquement du Niger et d'un coup d'État qui n'est pas encore entièrement consommé, on se posait déjà certaines questions.
S'ils arrivent, comment ça va se passer si l'armée en face décide de riposter? Est-ce que ça va donc être des tueries entre Africains? Ça me rappelle les propos de Thomas Sankara dans lesquels il disait que les armes en Afrique ne servent qu'à tuer d'autres Africains. Parce que personne d'autre ne vient faire la bagarre armée avec les Africains. De toutes les façons, les armes que nous avons ne sont pas de niveau à faire des guerres internationales. Quand nous voyons les armes que la Russie ou même la Corée du Nord met en œuvre chaque jour, nos petits pistolets à côté, c'est clair que c'est pour de l'amusement. Mais déjà que je me posais des questions en me disant, mais comment ça va se passer? Ils vont venir par la force, par les airs, par la terre. Il faut préciser qu'en ce moment même au Niger, on a une très forte base française qui a plus de 1500 hommes. On a des Américains qui ont plus de 1000 hommes et on a d'autres contingents comme ça qui sont déjà présents sur ce territoire. Ça veut dire qu'il y a déjà énormément de personnes bien armées présentes au Niger. Est-ce que c'est au travers de cette force-là qu'il va y avoir une action? Parce que je précise que dans les communiqués de la CEDEAO, il a été précisé que le président en exercice, c'était M. Bazoum, et que les ordres qui seraient entendus et écoutés, ce sont ceux que lui, il promulguerait, ou alors les gens de son équipe. Ça veut dire que si le Premier ministre, par exemple, qui aujourd'hui n'est pas au Niger, on a vu sur des médias s'exprimer sur la crise au Niger, donnait par exemple le droit d'attaquer, sa parole serait crédible et suffisante pour que d'autres personnes puissent entrer en guerre. Enfin, j'appelle ça de la guerre parce que si les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir au Niger décident de riposter avec les armes, clairement, ça va aller dans tous les sens. Mais le scénario est devenu encore plus complexe avec l'arrivée dans le game du Burkina Faso et du Mali, et d'ailleurs même de la Guinée dans une certaine mesure, qui a dit qu'elle aussi n'appliquerait pas du tout les sanctions. Je vous fais à présent voir à l'écran une carte de la configuration actuelle de la CEDEAO. Vous voyez bien qu'en rose, vous avez la CEDEAO classique, et puis vous avez autour les pays qui ont décidé de faire front commun s'il y avait une intervention militaire. Le Niger, plus le Mali, plus le Burkina, plus la Guinée, à eux trois, c'est plus de 3 millions de mètres carrés, pour un espace qui fait 5,2 millions de mètres carrés. Donc à eux quatre seulement font plus en termes de superficie que tout le reste. Vous voyez bien que la zone rose, elle est plus petite. Deuxième chose, en excluant ces quatre, parce que si vous regardez bien la dernière réunion de la CEDEAO, ni le Mali, ni le Burkina, ni la Guinée n'étaient conviés, en excluant ces quatre-là, j'ai le sentiment qu'on est en train de peut-être créer un autre front. Parce que ces quatre-là, ils ont commencé à le dire déjà très clairement, notamment les trois premiers, qu'ils vont quitter la CEDEAO. Et s'ils quittent la CEDEAO, regardez bien ce que la carte nous montre. On a une autre sous-région qui est en train de se créer, qui va avoir sa monnaie, qui va avoir ses frontières, qui va avoir sa libre circulation à l'intérieur, parce qu'il se trouve que les quatre pays peuvent communiquer directement par la terre, ce qui n'est pas le cas dans la configuration actuelle avec le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Parce qu'en fait, si cette configuration se valide, eh bien, vous allez vous rendre compte que le Sénégal, la Guinée et la Gambie vont être coupés complètement du reste de l'Afrique de l'Ouest. Comment donc faire pour collaborer avec eux désormais? Il n'y aura plus de trafic terrestre possible. Il y aura des frontières, il y aura des visas, il y aura des paiements, il y aura des taxes, bref, il y aura plein de choses qui vont venir intervenir au milieu de tout ça. Ce n'est donc pas une simple affaire. Entrons donc dans la configuration d'une guerre. Supposons que, suite à ceci, la CEDEAO décide d'intervenir quand même, même si je pense que l'arrivée du Mali et du Burkina et de la Guinée va vraiment faire réfléchir, parce que je pense que personne ne veut que le sang soit versé en Afrique. On a déjà eu assez de pertes sur ce continent. Et on a des problèmes tellement importants que la dernière chose dont on a besoin, c'est que des armes retentissent entre Africains pour se tuer, pour des questions de pouvoir. Même si je suis d'accord que la récurrence des coups d'État actuels fait peur et fait réfléchir. Parce que si nous disons que nous sommes des États démocratiques, ce n'est clairement pas au travers des coups d'État qu'on arrive au pouvoir. Très clairement. Maintenant, est-ce que la CEDEAO est dans son rôle quand elle décide d'intervenir et même d'être prête à le faire militairement? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Et puis surtout, elle a donné un ultimatum, donc sa crédibilité est en jeu. Est-ce qu'elle va se dédier parce que maintenant elle se rend compte qu'il y a le Mali, le Burkina et peut-être la Guinée qui entrent dans la danse et qui sont prêts à se battre militairement parce que ce n'est plus le même combat. Le Mali et le Burkina sont équipés par la Russie. Même s'il est vrai que le coup d'État au Niger a été condamné par la Russie, si le Mali et le Burkina entrent dans la danse, ils entrent avec leurs armes. Et les armes qu'ils ont aujourd'hui, ils sont plutôt bien équipés. Leurs proviennent de la Russie. Ce n'est plus le même combat. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien,
face à la supériorité militaire que vont avoir le Mali, le Burkina et la Guinée, s'ils utilisent les armes que la Russie leur donne, eh bien l'autre camp va forcément demander aussi des armes qui vont leur être versées à ce moment-là par l'Occident. Et dans quelle configuration on se retrouve? Une guerre froide en Afrique. Le scénario que personne ne veut. Parce que si vous vous souvenez bien, lors du dernier sommet Russie-Afrique, les présidents qui sont allés là-bas ont tenu plusieurs messages. Mais l'un des messages clairs qu'ils ont dit, c'est qu'ils ne veulent pas que l'Afrique devienne le territoire d'une nouvelle guerre froide entre les puissances. Ils ne veulent pas de ça. Mais si on entre dans un conflit armé ici, avec le Mali, le Burkina, la Guinée et le Niger d'un côté et le reste de l'autre, on sera de fait dans une guerre froide. Parce que chacun des blocs va alimenter en armes ses positions. Mais je précise bien ici là que quand on parle d'alimenter, on parle de dette. Nos pays sont déjà endettés. On a le terrorisme qui est à nos frontières, qu'on ne parvient pas encore à éjecter. Est-ce que c'est le moment d'aller prendre des crédits pour prendre des armes? On est dans le scénario. Mais restons même dans le scénario. À la fin, il y a un vainqueur. Supposons que ce soit donc nos amis de la CEDEAO qui gagnent. Qu'est-ce qui se passe? Ils gagnent. Il n'est pas impossible que face à ça, le président Bazoum soit tué, clairement, puisqu'une fois que la CEDEAO va entrer et que des armes vont commencer à crépiter, qu'on va tuer des gens, il n'est pas impossible qu'on sacrifie la vie du président Bazoum. Qui va être mis au pouvoir? On va regarder la Constitution. OK. Mais avec quelle armée il va diriger son pays? Puisque ceux qui auront été défaits, ce sera l'armée nigérienne. Le nouveau président, il aura quelle armée? C'est la CEDEAO qui va devenir son armée personnelle. L'armée du Niger va devenir la CEDEAO? C'est une vraie question. Dans l'autre cas de figure, dans l'autre scénario, c'est la coalition Niger, Mali, Burkina, Guinée qui gagne. OK. Quelles vont être les relations par la suite entre ces différents pays? Quelles vont être les relations par la suite? On est donc là face à un casse-tête nigérien. Parce que c'est clairement une situation extrêmement complexe dans laquelle il n'y a pas de réponse facile. Moi, je pense que ce qui doit être préservé, ce sont les vies humaines. Vraiment, je ne pense pas qu'il y ait un pouvoir ici qui mérite que les gens aillent mourir pour lui. OK? Vraiment. Je pense que le Niger était un cas particulier et je pense que j'aborderai ça dans une autre vidéo. Pourquoi le Niger est particulier? Pourquoi au Niger, personne n'est prêt à partir? On a vu depuis peu la France et maintenant l'Italie évacuer leurs ressortissants. Est-ce à dire qu'on est en train d'aller vers une guerre? Est-ce à dire que la France sait qu'on va aller jusqu'au bout et donc elle préfère sortir ses ressortissants avant que les balles ne crépitent? On a eu ce genre de scénario malheureusement auparavant en Côte d'Ivoire et ça laisse penser que si la France décide de retirer ses ressortissants, ce qui n'a pas été fait dans les autres pays, si la France décide de retirer ses ressortissants, c'est que c'est chaud. Est-ce que ça veut dire que ça va aller jusqu'au bout? Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Comment vous analysez la chose? Comment vous comprenez cette situation? Mais j'estime que c'est assez inquiétant. Et puis quand vous regardez cette carte, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Que comprenez-vous au travers de cette carte? Est-ce qu'on est en train de créer? Est-ce que la CEDEAO n'est pas en train de créer elle-même un nouveau bloc? Une nouvelle sous-région? Avec derrière ses propres règles? Est-ce que cette situation ne va pas aboutir à ça finalement? Tout ceci mérite en tout cas d'être discuté par des Africains. Dites-moi donc ce que vous en pensez.